très chers amis téléspectateurs, amoureux d'un livre et mille idées. Nous voici une fois de plus pour partager autour du livre comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un livre qui va vous intéresser. Éducation civique et morale, plus 165 items résolus. C'est un livre qui intéresse sûrement tout le monde, qui a été écrit, c'est le fruit du travail de M. Kabamba Didier. Pour la petite présentation, M. Kabamba Didier est enseignant et chercheur indépendant à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. Jean-Marc, heureux de retrouver encore une fois cette belle émission. Et surtout merci aux sœurs pour la confiance qu'elles nous ont déplacée à nous. Alors, M. Didier, il y a une question qui se pose lorsqu'on a le manuel, le livre entre nos mains. C'est celle de savoir quelle a été la motivation première pour que vous puissiez rédiger cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé, qui vous a poussé à nous écrire sur l'éducation civique et morale? La motivation, d'abord comme chercheur, il fallait peut-être que j'ajoute quelque chose aux précédentes recherches ou publications qui ont été faites par nombreux prédécesseurs. Il faudrait peut-être que je dise que je ne suis pas le premier à avoir écrit sur l'éducation civique et morale. Les livres, il y en a beaucoup. Et nous avons seulement juste voulu ajouter notre pierre à cet édifice aussi grandiose, puisque la science évolue, certaines notions qui ont été traitées par nos prédécesseurs ont été traitées soit d'une manière incomplète, nous avons voulu ajouter, ou ont été traitées et avec l'évolution de l'histoire politique de la RDC, l'évolution de l'organisation administrative de la RDC, il fallait qu'on actualise ces notions-là. C'est ce que nous avons tenté de faire, et aussi cette curiosité avec l'écriture. Voilà les quelques motivations qui nous ont amenés à mettre en œuvre ces ouvrages que nous avons exposés ici à la librairie Pauline. Alors, comme vous venez de l'entendre, c'est que M. Didier n'a pas écrit qu'un seul livre sur l'éducation civique et morale, donc il a fait pour toutes les classes. Alors, une autre question, c'est celle de savoir à qui est-il finalement destiné? Seulement aux élèves ou il est destiné à une autre catégorie à part les apprenants? Ils sont prioritairement adressés aux apprenants. Et aussi à tout chercheur qui mène ses recherches sur l'éducation civique et morale, il peut toujours s'en référer pour parfaire ses connaissances. Il y a beaucoup de notions que nous avons traitées dans ces différents manuels, qu'on enseigne même à l'université, déjà dans les cours d'éducation à la citoyenneté. C'est presque le civisme, là où on change seulement l'intitulé. Donc, le cours peut ne pas... Le cours plutôt concerne aussi bien les élèves que tout autre chercheur qui est intéressé par le civisme. Dire que nous ne voulons pas vraiment nous limiter seulement aux élèves, puisqu'il y a des notions qui nous accompagnent toute une vie. Par exemple, la démocratie, les élections, le patriotisme, la culture de la paix. Toutes ces notions-là se retrouvent dans ces manuels. Donc vous pouvez ne pas les avoir étudiés peut-être pendant les cursus scolaires ou académiques, mais déjà comme chercheur, vous avez la possibilité de lire et de comprendre. Bref, ça concerne tout le monde. Apprenants, encadreurs, c'est-à-dire les professeurs, et aussi tous ceux qui sont poussés par la curiosité scientifique. Et lorsqu'on a entre ses mains un livre d'éducation civique et morale, il y a une question qui tourne un peu en boucle en tête. Ce serait celle de savoir, c'est quoi finalement l'éducation? C'est quoi finalement le civisme? C'est quoi finalement la morale? Est-ce que de manière brève, vous pouvez brosser un peu un mot là-dessus? Le civisme, c'est un ensemble de notions qu'on donne aux citoyens d'un pays plutôt pour le préparer à devenir de bons citoyens. C'est que le civisme englobe toutes les notions pouvant faire d'un citoyen utile à la société et utile à son pays.
Le civisme cultive en apprenant le dévouement. Le dévouement, le patriotisme envers le pays. Et la morale, c'est du latin mores qui signifie mœurs, c'est ce qui est accepté dans une société. C'est que l'ensemble de valeurs sociétales considérées comme bonnes et acceptables dans une société. Ce qui fait que aujourd'hui, je l'ai dit dans une autre émission, j'avais dit, la morale nous amène partout. Je l'ai dit, la Bible nous prépare pour aller à Dieu, nous amène à Dieu, alors que la morale nous amène à l'État, nous amène au vivre ensemble, nous amène au patriotisme, au dévouement. Donc le civisme est très important puisqu'il prépare l'apprenant, il prépare les citoyens à exercer les futures fonctions qui seront les leurs dans un État. Et avec ce que vous venez de dire, pensez-vous que dans notre pays, il existe encore le civisme, encore de la morale dans notre société? Je ne peux pas dire non, la morale il y en a, mais en régression. Si je dis qu'il n'y a pas de morale, ça signifie que même nous qui tournons de cette émission, nous n'avons pas de moralité. Non, la morale il y en a, mais c'est une morale en perte de vitesse, occasionnée par plusieurs problèmes, plusieurs faits sociaux. Par exemple, dans un cadre éducatif, déjà le cours en soi n'est pas très considéré. C'est un cours de 10 points. C'est parmi les tout petits cours comme les cours de formation qu'on donne aux apprenants. Ce qui fait que déjà quand vous l'enseignez, nombreux parmi les apprenants ne s'intéressent même pas. Ils sont concentrés à des cours de grande pondération. Et par conséquent, ces cours qui forment les citoyens est considéré plutôt. N'est pas considéré plutôt. Et en régression aussi, nous sommes avec les facteurs de la mondialisation. Ça fait que il y a l'accès à l'information. Chacun peut chercher sur Internet ce qui le concerne. C'est qu'il y a l'Internet avec ses bienfaits et ses méfaits qui jouent aussi négativement à la perte de la morale ou du civisme, surtout chez les jeunes. Nous nous retrouvons dans une société où nous sommes presque acculturés. Nous commençons à trop copier les mœurs extérieures qui ne doivent pas nécessairement être appliquées chez nous. Il n'est pas dit que ce qui se fait à l'extérieur est naturellement mauvais, non. Mais des fois nous copions certaines habitudes qui ne sont pas applicables à notre société. Donc la morale est là, mais en perte de vitesse. Il faut un travail de sensibilisation, il faut un travail d'éducation de masse pour que nous puissions tenter de relever les niveaux de la moralité au sein de notre société. Vous venez de soulever, M. Didier, un point très intéressant, une forme de négligence du cours d'éducation civique et morale. Et vous, en tant qu'enseignant, ce serait quoi? Qu'est-ce qui est à la base du fait qu'on puisse négliger ce cours? Est-ce que l'État congolais, en concevant le programme de cours, n'y a pas accordé beaucoup d'importance, ou c'est dans les écoles où les enseignants à qui est donnée cette charge n'en prennent pas vraiment la charge, ne prennent vraiment pas la charge au sérieux, ou c'est quoi vraiment le problème qui fait qu'on puisse négliger ce cours-là? Le problème est partagé, aussi bien chez les enseignants que chez l'État congolais. Nous commençons avec l'État. Il est arrivé à un moment, on enseignait les cours d'éducation politique. Sous l'époque Mobutu, on a enseigné les cours d'éducation politique plutôt que celui d'éducation civique. Donc la dimension civique était écartée et on a mis un point seulement sur la dimension politique. Et il y a eu des conséquences, c'est la dépravation de mœurs qu'on a constatée au sein de la société. Arrivé avec le nouveau programme que nous avons ici en 2005, on initie les programmes d'éducation civique que nous avons actuellement. Mais malheureusement, avec ce programme, le cours est encore moins coté et ne suscitant pas, comme je le disais,
étant d'un côté ne suscitant pas beaucoup de curiosité au sein chez les apprenants. Et aussi, notre problème, c'est que déjà dans les écoles, on donne ces cours-là aux gens qui ne sont pas en mesure de l'enseigner. Et c'est qu'on donne aux gens, puisque c'est un petit cours, les cours de civisme pour compléter leur charge initiale. C'est que vous trouvez un professeur qu'on engage pour un tel domaine, sa charge horaire est insuffisante, on lui adjoint les cours d'éducation civique et morale. Et vous allez vous trouver que nombreux de ces professeurs-là, qu'est-ce qu'ils font? L'heure qu'il a civisme, il continue avec son cours de base. Et par conséquent, le civisme est presque jeté dans les oubliettes. Donc, il y a un problème aussi bien du programme ou de notre ministère qui l'a coté moins. Je l'ai dit la fois passée, s'il y a des cours qui doivent être cotés avec beaucoup de pondération, c'est le civisme. Vous allez former aujourd'hui un pédagogue, un comptable, un ceci, mais s'il n'a pas de notion civique, il ne se comportera pas bien dans la société. Voilà si c'est que je peux répondre par rapport à votre question. Et il y a une autre question, ce serait de savoir une piste de solution que vous pouvez donner. Vous, en tant qu'enseignant, bien sûr, vous venez de voir le problème, vous avez observé, vous avez dit que le problème est partagé d'un côté l'État, d'un côté les enseignants, les écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire, par exemple, en projetant d'ici quelques mois, parce qu'il y aura bientôt la rentrée scolaire, qu'est-ce que l'État ou les écoles peuvent faire pour redonner de la valeur aux cours d'éducation civique et morale? Oui, déjà, au niveau des écoles, il faut donner ces cours aux gens, aux professeurs compétents. Pas un professeur qui vient compléter sa charge horaire. Et déjà, dans l'animation de ces cours-là, il faudra d'abord que les professeurs à qui on donne ces cours puissent être à mesure de l'animer correctement, de susciter l'intérêt des apprenants, puisque s'il y a un problème d'intérêt, susciter l'intérêt des apprenants à ces cours-là. Quand il entre à enseigner, qu'il enseigne avec la même vigueur que ce qu'il fait avec d'autres cours, avec laquelle il enseigne des autres cours. Il faut motiver les enseignants, les élèves plutôt, afin qu'ils aiment les civismes. Oui. J'ai toujours une anecdote que j'ai dit. Aujourd'hui, vous formez un monsieur qui fait un élève, un apprenant de CG, commercial de gestion. Demain, il se retrouve à l'université, il fait les droits. Donc, tous les cours pour lesquels il a été formé là, à la faculté de droit, il n'en trouvera pas. Mais au moins les civismes, hein, oui. Même s'il change de faculté, au moins dans chaque faculté, il y a les cours d'éducation civique et morale. Voilà encore ce qui peut motiver les enseignants, en enseignant là, qu'ils montrent un peu ça aux élèves, qu'ils leur montrent que vous ne pouvez pas être de bons citoyens sans ces cours. Et autre chose, au préfet, de ne pas attribuer ces cours avec moindre valeur, l'attribuer plutôt aux professeurs qui n'ont pas des qualifications nécessaires. Puisque quand vous donnez ce cours à quelqu'un qui n'en a pas les compétences, ce qu'il va faire, c'est les bâcler. Donc il faudra que dans les écoles, qu'on donne les cours d'éducation civique et morale aux professeurs qualifiés, compétents, qui peuvent l'enseigner avec abnégation. Voilà un peu ce que nous pouvons souligner pour redorer l'image de ces cours. Avant que nous puissions entrer de plein pied dans l'ouvrage, il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un peu. Vous avez souligné la dépravation de mœurs compte tenu de la culturation, de choses qui viennent d'ailleurs. Notamment, vous avez évoqué les réseaux sociaux, Internet. Et aujourd'hui, pensez-vous que les phénomènes des influenceurs, des influenceuses sur les réseaux sociaux contribuent à la dépravation de mœurs ou de l'éducation de jeunes citoyens congolais? Est-ce que l'Internet en soi est mauvais? Mauvaise plutôt, non. Mais c'est comme chacun entre à l'Internet, il prend ce qui le concerne. Oui. C'est que même moi, pour écrire mes livres ici, je suis entré à l'Internet. Oui. Je n'ai pris que ce qui était important pour moi. Les influenceurs. Est-ce que tous les influenceurs sont mauvais? Non. Il y en a aussi, on peut les utiliser, avec leur influence là. Oui. Donner le nécessaire, par exemple le cours de civisme aujourd'hui qui est négligé. Oui. Si on utilisait un influenceur, il peut influencer la société. Mais hélas,
il y en a qui outrepassent, qui commencent à influencer négativement la jeunesse. À l'Internet, ce qu'il faut peut-être dire aux jeunes, c'est que il y a des pays comme au Kenya, je l'ai suivi là, hier ou avant-hier sur RFI, on disait il faut arrêter le TikTok. Oui. Puisque TikTok véhicule certains messages qui ne correspondent pas à la moralité. Et il faut interrompre. Moi je me dis, mais est-ce qu'il faut interrompre TikTok? Non, il faut peut-être censurer les images ou les vidéos qui sont considérées immorales. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les élargir. Les types d'hommes, c'est l'État qui veut. Les types d'hommes est déterminé par la politique de l'État. On peut utiliser ces influenceurs-là avec les types d'hommes qu'on veut former. On les utilise et ils vont influencer la société positivement. Donc moi je prends ce qu'ils font comme travail, c'est bien, mais ils doivent faire ça aussi avec l'objectif d'amener, de relever les niveaux de la moralité au sein de nos sociétés, au sein de notre classe dirigeante. Voilà. Et entrons de plein pied maintenant dans le livre. Alors déjà, parce que la question qui va suivre, on dirait c'est un complément à ce que vous venez de soulever. C'est vrai, j'ai vu dans le premier chapitre, notamment, vous avez abordé la question de la dignité humaine. Parce que quand il y a dépravation des mœurs, il n'y a presque plus de dignité humaine. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec des cultures qui sont copiées à gauche et à droite, pensez-vous qu'il y a encore de la dignité, il y a encore le respect de la dignité humaine existe encore dans notre société? Si cela n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour redorer encore un peu plus ce respect-là de la dignité humaine? C'est presque, la réponse peut être la même, hein, comme je vous ai dit sur l'internet. Est-ce qu'il y a le respect de la dignité humaine? Oui, il y en a, mais en régression. Alors, qu'est-ce que la dignité humaine? C'est un ensemble de valeurs qui veulent à ce que l'homme soit traité avec considération. L'homme soit traité avec dignité, respect. Mais dans nos sociétés, il y a un livre, je pense que c'est celui de 3e, où je parle sur le respect des morts, par exemple. Nous qui avons eu le temps de grandir un peu au village, de visiter ces milieux-là, un enfant n'avait pas le droit de voir un cadavre. Quand on passait avec un cadavre, par exemple, tout le monde debout, les enfants se cachent, tout le monde est debout, le respect dû aux morts. Aujourd'hui, dans nos sociétés, surtout en ville, il n'y en a presque pas. Ça crie, ça court, ça chante, ça injurie. Au deuil, on se dit, bon, nous sommes où? Dans ce livre, je dis, Luambo disait, les lieux de deuil, Luambo c'est parmi les grands musiciens de chez nous, que les lieux de deuil deviennent des lieux de rendez-vous, où tout est permis, l'alcoolisme. Donc, la personne humaine, même morte, doit être respectée. Nous pouvons déjà en ville ici, les constater avec la profanation des tombes. J'ai visité un quartier à Lubumbashi où j'ai vu que les gens utilisaient une tombe comme table. C'est que dans leur parcelle, il y a une tombe, et quand on veut manger, on utilise la tombe là, comme elle est carrelée, bon, on utilise ça comme table. Donc on n'a plus le respect, par exemple, dû aux morts. Là, ça ne va pas. Donc, le respect de la dignité humaine est là, mais en perte de vitesse. Il faudra, et pourtant, c'est même inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est dit, tous les hommes naissent égaux en droit et en dignité. Mais malheureusement, il y en a qui continuent à vouloir chosifier l'homme. C'est vrai qu'il y a eu les progrès, il y a eu l'évolution, mais dans nos sociétés, comme je le disais tout à l'heure, la culturation, nous sommes en train de vouloir régresser, surtout en ville. Il y a certaines valeurs qui sont en perte de vitesse. Donc, cette dignité, cette considération, ce respect qu'on doit à la personne humaine,
ce respect-là est en train de disparaître. Si pas de disparaître, mais de régresser. Donc, avec le civisme, nous sommes en train de vouloir, nous sommes en train de transmettre ces notions afin que nos apprenants, les professeurs, là où ils sont, chacun dans son coin, qu'ils sachent de motiver les élèves, motiver la société, afin que nous puissions continuer à respecter l'homme, à le considérer comme un être à part entière et qui a droit à la vie et au respect. Très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, vous venez de suivre que c'est vraiment intéressant de rendre le respect que l'on doit à d'autres personnes, d'être vraiment civique et moral dans notre société. Alors, Monsieur Didier, nous sommes dans une société où nous avançons petit à petit vers la période électorale. Et dans les livres, parce que dans différents livres de civisme et moral, vous êtes revenu sur la notion des élections. Est-ce que vous pouvez donner un peu une lumière sur cette notion-là? Parce que chacun de nous, je suis sûr que même nos amis téléspectateurs, amis auditeurs, ont une notion d'élection, chacun, chacune. Est-ce correct? Est-elle vraie cette notion-là? Et je pense qu'on va poser cette question pour que vous puissiez nous donner un peu plus de lumière. Voilà, le concept d'élection, c'est un concept trop vaste. Ça peut faire l'objet de 2 émissions. Mais nous allons tenter de donner les ABC sur les élections. Il faudra d'abord retenir que dans les sociétés traditionnelles, le concept d'élection n'existait pas. C'est beaucoup plus l'hérédité. C'est-à-dire là-bas, le pouvoir se transmettait de père en fils. Et avec la modernité, on amène le concept d'élection. Élection du latin qui signifie choix. C'est-à-dire on donne aux peuples qui sont considérés comme les souverains primaires, on leur donne la possibilité de choisir leurs dirigeants. C'est-à-dire, les dirigeants ne sont plus nommés, mais sont élus. C'est que les dirigeants doivent choisir ceux qui doivent les diriger. Voilà ce qu'il faut parler des élections par rapport comme définition. Donc le mode par lequel les dirigeants sont choisis par les dirigés. Alors, il y a les concepts électoraux, les systèmes électoraux plutôt. Il y en a d'une manière générale 3. Le système majoritaire, le système proportionnel et le système mixte. Le système majoritaire, pour commencer, c'est le système où pour être élu, il faut avoir la majorité de voix. Il faut avoir le plus grand nombre de voix. Et ce système-là est aussi divisé. Il y a le système majoritaire à un tour, le système majoritaire à 2 tours, le système plurinominal et le système uninominal. C'est quoi le système majoritaire à un tour? Les systèmes majoritaires à un tour, c'est les systèmes où, pour être élu, il faut avoir le plus grand nombre de voix, quelles que soient les voix obtenues par les autres candidats. C'est que on organise les élections, celui qui obtient le plus grand nombre de voix, c'est celui qui est élu. Et là, on parle de la majorité simple ou la majorité relative. Il faut obtenir le plus grand nombre de voix. C'est presque ce qui s'est fait déjà chez nous avec quand on a révisé la Constitution en 2011. On est passé, en 2011-2010, on est passé du système majoritaire à 2 tours au système majoritaire à 1 tour. C'est dans ce système-là où la RDC se trouve maintenant. Vous avez par exemple le président de la République qui est élu au suffrage universel direct à 1 tour. Alors que le système majoritaire à 2 tours, là, est élu celui qui obtient la majorité absolue. La majorité absolue est de 50 plus 1 voix. C'est-à-dire, quand on organise les élections, c'est presque ce qu'on a fait en 2006, avec une trentaine de candidats. Et on organise les élections. Au premier tour, 2 candidats se démarquent. Permettez que je les cite, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Et le deuxième tour est organisé. On ne retient que les 2. On retient alors les 2 premiers. Et ce sont ces 2 premiers-là qui doivent maintenant concourir
au deuxième tour pour qu'on puisse de partager les voix. Et qu'est-ce qu'on cherche là-bas? C'est la majorité absolue, comme je le disais, de 50 plus une voix. Et supposons maintenant que l'élection organisée, il y a la majorité absolue. Il n'y a pas de majorité absolue où tous les candidats ont les mêmes nombres de voix. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va prendre le candidat les plus âgés. Celui le plus âgé devient élu. Supposons, comme ça s'était passé là, si nous étions en 2018 et que cette situation, 2006, cette situation se retrouvait en RDC, Jean-Pierre Mbemba, comme étant les plus âgés, serait élu. Là, c'est le système majoritaire à deux tours, où on a besoin de la majorité absolue, qui est de 50 plus une voix. Alors, le scrutin plurinominal, c'est le scrutin où l'électeur se met devant une liste. Il a une liste, et sur cette liste-là, il y a la possibilité de choisir plusieurs candidats. C'est pluriel, plusieurs noms. C'est qu'on donne au candidat la possibilité, et à l'électeur plutôt la possibilité de choisir plusieurs noms sur une liste. Le contraire, ça fait le scrutin uninominal où l'électeur choisit seulement un seul nom sur une liste. Et le scrutin proportionnel, là on utilise le quotient électoral. C'est comme le nom l'indique, la proportion. On tient compte du nombre de voix, la capacité, le quotient électoral de chaque candidat. C'est-à-dire, on organise les élections. Là, ça ne s'organise que pour les députés, par exemple. Vous avez une liste, la liste qui obtient beaucoup plus de voix que l'autre liste. Cette liste-là aura aussi beaucoup de candidats élus. C'est la proportion. C'est proportionnellement à la force numérique de chaque candidat. Mais il y a des systèmes, des pays comme l'Afrique du Sud qui mélangent les deux. Et les systèmes proportionnels et les systèmes majoritaires. Là, c'est vraiment ce qu'il faudrait parler pour les élections, parce que si nous devons en parler, ça nous prendra beaucoup plus de temps, alors que la sœur est là en train de nous regarder, gérant son temps. En tout cas, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, vous venez de suivre des explications assez basiques. Donc, même si auparavant on avait des doutes, on avait quelques confusions, maintenant ce sont des confusions qui sont balisées. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, mais bien avant de nous quitter, nous allons demander à M. Didier, après avoir rédigé tous ces livres sur l'éducation civique et morale, quelles sont les vertus que vous voudriez faire passer au travers ces ouvrages? Les vertus sont nombreuses. Nous tentons en fait de les résumer. Oui. Parmi les vertus, nous avons le patriotisme. Aujourd'hui, ça manque. Si nous avons les patriotes, par exemple, un patriote ne complotera pas contre son pays. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec certains dirigeants à différents niveaux qui n'ont plus le patriotisme, l'amour du pays. Il n'y en a plus. C'est même presque, même dans les sports, vous trouvez les gens pour aller jouer, on vous dit non, l'argent. Donc, un patriote fait passer l'intérêt supérieur de la nation par-dessus ses intérêts égoïstes. Il y a la culture de la paix. Les différents conflits que nous avons ici, si nous commençons à cultiver nous-mêmes les valeurs de la paix, ces conflits que nous vivons chaque jour à l'Est par exemple, n'existeraient pas. La tolérance, l'amour du prochain, les vivre ensemble. Alors, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de valeurs qui peuvent amener la RDC à décoller sur le plan civique. Ce que je peux demander, c'est que les parents achètent aussi ces manuels, puisqu'ils sont très importants pour leur vie, pas seulement la vie des enfants, mais aussi la vie des parents. Parce qu'il y a des parents qui doivent apprendre certaines notions de civisme. Donc, il y a beaucoup de valeurs, par exemple la culture de la paix, comme je le disais, la convivialité, l'amour du prochain, l'acceptation de l'autre, la lutte contre la haine. Il y a beaucoup de notions que les lecteurs trouveront
dans ces manuels. Et vraiment merci pour l'invitation, M. Jean-Marc. Et merci à la sœur pour cette invitation. Je pense qu'elle ne sera pas la dernière. Nous reviendrons encore très prochainement pour que nous puissions partager ces notions de civisme. Vous l'aurez compris, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Si vous avez aimé ce magazine, merci à toute la grande équipe qui se démène pour que vous puissiez chaque fois nous suivre et de partout. Mais n'hésitez pas à passer au numéro 48 de l'avenue Le Mami, où est tenue la librairie Pauline, pour chercher le livre sur l'éducation civique et morale, livre que nous venons de décortiquer. Vous avez sans doute suivi que c'est un livre extrêmement important. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées, partager avec les autres pour que nous puissions tous ensemble redorer le blason de notre pays en développant des valeurs morales et civiques qui ont été développées aujourd'hui. Nous disons merci à la sœur Marie-Justine qui a été à la technique. Merci également à la coordination et supervision de Monseigneur Adolphe Stolochi. Espérons vous retrouver très prochainement. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.